Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Alter Ego, l'émission produite par Mediapart, dans laquelle Rokhaya Diallo confronte un ou une invitée sur les questions d'égalité et d'inégalité, de discrimination négative et d'affirmation positive. L'invitée de Rokhaya Diallo est Caroline Dehaas, militante associative et politique, porte-parole de l'association Oser le féminisme jusqu'en 2011, puis conseillère auprès de Najat Vallaud-Belkacem, qui était alors ministre du droit des femmes, avant de fonder une agence de conseil en égalité professionnelle. Vous aurez le temps de nous expliquer en quoi cela consiste. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, Rokhaya, toujours notre première même question, pourquoi est-ce que vous avez souhaité faire venir Caroline Dehaas, qui du coup inaugure, c'est la seule à être à la fois venue à Mediapart dans Objection, notre format politique, et maintenant dans notre format grand débat? C'est qu'elle a beaucoup de choses à dire. Non, je voulais la faire venir parce qu'elle a fait éruption sur la scène féministe ces dernières années. À un moment, on ne parlait plus beaucoup de féminisme. Donc je voulais comprendre en fait pour quelles raisons elle avait estimé nécessaire de créer son organisation à l'époque, et puis pour savoir ce qu'elle fait aujourd'hui et quel regard elle porte sur la politique actuelle. Elle nous parle un peu aussi des tensions qui existent dans le mouvement féministe français. Du coup, je vous laisse commencer. Eh bien, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Caroline Dehaas? Alors aujourd'hui, je suis dans la vie professionnelle chef d'entreprise. Donc j'ai créé une boîte qui aujourd'hui s'appelle Egalis et qui est une entreprise qui fait du conseil, de la communication et surtout beaucoup de formation sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc on travaille dans les entreprises, les collectivités locales ou dans les organisations internationales pour essayer en fait d'outiller notamment les managers, les directions et les salariés ou les agents de la fonction publique à ne pas reproduire des discriminations, à ne pas reproduire les stéréotypes dans leur vie professionnelle. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas naturel. Ce qui est naturel, je mets des guillemets, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, c'est plutôt de reproduire les inégalités, les stéréotypes. Et donc on travaille sur comment est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un problème d'inégalité dans l'entreprise, par exemple, et comment on travaille sur nos pratiques professionnelles pour être plutôt vecteur ou vectrice d'égalité plutôt que vecteur ou vectrice d'inégalité. Et concrètement, comment on forme à ça? Eh ben, c'est pas facile et en même temps c'est passionnant. Donc, généralement, nos modules de formation ils durent une journée, on n'a pas beaucoup de temps. La plupart des modules qu'on construit ne sont que sur la question de l'égalité femmes-hommes. On construit parfois des modules sur l'ensemble des discriminations, mais je trouve ça hyper frustrant en fait, parce que je trouve qu'il faut prendre le temps de déconstruire complètement le mécanisme et moins d'une journée sur une discrimination, pour moi, c'est pas assez. Donc par exemple, sur l'égalité femmes-hommes, on commence en fait par ce que j'appelle percuter l'illusion de l'égalité. Parce que quand on parle d'égalité femmes-hommes, mais en fait c'est vrai pour un peu toutes les discriminations, avec les gens, ils finissent assez vite, ils vous disent « Oh, globalement ça va, tu vas pas te plaindre quand même, hein. Tu vas pas te plaindre. » Bon. Généralement, ils comparent avec soit l'ancien temps, par rapport à ta grand-mère quand même, ça va vachement mieux, bon. Soit avec d'autres pays. Ils prennent pas la Suède pour comparer, généralement ils comparent avec l'Afghanistan, pour être sûr que franchement, ça va quand même beaucoup mieux pour les femmes en France. Bon. Alors évidemment, la situation des femmes en France n'est pas comparable à celle des femmes en Afghanistan. La situation des femmes aujourd'hui n'est pas comparable à celle de la situation des femmes il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Mais quand on travaille dans une entreprise ou dans une fonction publique, ce qui nous intéresse, c'est la situation des femmes aujourd'hui. Bon. Et là, à partir des chiffres clés de l'égalité, on leur fait prendre conscience qu'en fait, il y a encore un énorme problème aujourd'hui en France. 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, les femmes qui font à peu près 81% des tâches domestiques, quelle que soit la catégorie sociale et l'âge de la femme en question, et puis une femme sur 10 qui est victime de violences conjugales. J'ai pris 3 sujets très variés, très divers, qui n'ont pas forcément des liens entre les uns avec les autres, pas toujours, parfois oui, et on se rend compte que, où qu'on regarde, il y a encore des inégalités majeures entre les femmes et les hommes en France au XXIe siècle. Et ça percute totalement notre imaginaire, parce que dans notre imaginaire, globalement, ça va, tu vas pas te plaindre, quoi. Bon. Voilà, donc on commence par ça, on percute ça, et ensuite une fois que les gens ont fait waouh, ouais, en fait t'as raison, il y a un problème, et ben on dit ok, comment on fait pour agir? Et là on décortique tout ce qui est fait au quotidien. Par exemple, en ce moment, moi j'anime des formations pour des chargés de formation. Donc elles et eux animent des formations toute la journée. Ben, on les fait travailler sur le vocabulaire qu'ils emploient, que masculin, sur la façon dont ils s'adressent aux gens. Ils parlent plus aux hommes qu'aux femmes. Ils interagissent plus avec les hommes qu'avec les femmes, sans s'en rendre compte évidemment. À ce qu'ils laissent passer dans la salle une blague sur les blondes, ils laissent passer. Oh, on va pas s'arrêter à tout, c'est drôle quoi. Bon. Puis en fait, en tirant le fil, une blague, je mets des guillemets, ce n'est évidemment pas une blague, sur les personnes en situation de handicap, ça va, on laisse passer quoi. Bon. Ah bon, et même s'il y a quelqu'un en situation de handicap dans la salle, ah bah non, là c'est... Je dis ah bon, donc en fait, votre intolérance aux remarques sexistes, homophobes, racistes, peu importe tous les types de discrimination, elle dépend des gens qui sont autour de la table. Alors qu'en fait, ça devrait être une intolérance en soi, quoi. Voilà. Et
Et donc, et la politique alors, vous avez quitté le PS. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'action politique, elle se place dans nécessairement en fait de monter une boîte? Vous n'avez plus vraiment d'implication de cette Alors non, c'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'est-ce que je fais de ma vie? Il y a ma vie professionnelle et il y a ma vie militante. C'est-à-dire que en aucun cas je pense que ma vie professionnelle est une vie militante. C'est-à-dire que ma vie professionnelle, elle me sert à gagner mon salaire pour pouvoir vivre, nourrir ma famille, etc. Bon. Mais vous avez quitté le Parti socialiste. Mais j'ai quitté le Parti socialiste, donc pour moi c'est une autre case, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la case professionnelle, donc j'ai été salariée d'une boîte pendant un moment dans le privé, puis j'ai travaillé pour Najat Vallaud-Belkacem, puis j'ai créé ma boîte. Voilà, c'est ma vie professionnelle qui a, si possible, pour objectif de m'éclater, de me permettre de m'éclater, mais qui a aussi comme objectif premier de vivre, quoi, de manger. Et puis après, il y a la vie militante, qui, elle, n'est pas source de revenus, que généralement se passe le soir et le week-end, résultat, et qui occupe quand même une grande part de ma vie. Puis après, il y a la vie personnelle, mais ce n'est pas l'objet du débat. Donc la vie militante, il y a pour moi 2 engagements très importants. Il y a l'engagement féministe, et aujourd'hui, il passe notamment par Matcholand, qui est une plateforme d'action antisexiste qu'on a créée il n'y a pas très longtemps avec Clara Gonzalez et Elliot Lepers. Et donc c'est matcholand.fr et ça permet d'envoyer des tweets, des posts Facebook, des mails en grande ampleur à un certain nombre de personnalités publiques ou d'entreprises ou d'administrations qui reproduisent dans leur communication du sexisme, ordinaire ou extraordinaire. Et ça marche bien parce qu'on a réussi à faire transformer on commence à réussir à faire transformer pas mal de sites internet. Des sites internet, par exemple, sur de la lessive ou sur des couches qui ne parlent qu'au moment, et puis après l'action de Matcholand vont s'adresser à l'ensemble des parents. Bon, on pourrait dire que ça casse pas 3 pattes à un canard, sauf que ça permet quand même de mobiliser un certain nombre de personnes. Il y a à peu près 10, on doit être peut-être à 15 000 personnes qui ont participé à des actions sur Matcholand. Et pour nous, au-delà de ce que ça permet de faire changer réellement dans les sites internet, c'est surtout avec un outil de prise de conscience et de mobilisation. Et puis dans la vie politique, je suis, je pense, comme beaucoup de militantes et de militants de gauche en ce moment, je passe par des phases de profond désespoir quand même, parce que quand on pense que... Bon, j'ai pas fait la campagne de François Hollande, en pensant que c'était bisounours et que ça allait changer radicalement la face du monde. Mais quand même, je me disais, ça va nous donner les moyens de faire changer la société. Bon, et en effet, elle change, mais en pire, ce qui est quand même un problème pour un président de gauche. Et tout ce qui est en train de se passer depuis que François Hollande a été élu, depuis le renoncement sur le traité européen, en passant par le CICE, en passant aujourd'hui par la loi Macron, va à l'exact inverse de tout ce qui fait la colonne vertébrale politique de la gauche et de ce pourquoi moi je me suis engagée. Et donc ça, c'est le moment de profond désespoir. Et puis en même temps, moi je pense qu'à partir du moment où il y a 5 ou 10 personnes qui se mettent autour d'une table et qui décident que ça doit changer, ça change. Si on en revient à vos engagements féministes, donc vous étiez à Oser le féminisme, vous continuez aujourd'hui à travers votre activité professionnelle à promouvoir l'égalité femmes-hommes. On a pas mal interrogé Oser le féminisme dans la mesure où ça venait de vous qui était de longue date au Parti socialiste. Donc est-ce que c'est une émanation du Parti socialiste ? Et est-ce que finalement, ce n'est pas aussi un groupe de femmes blanches, bourgeoises, éduquées, qui, quelque part, ne reflètent pas nécessairement la variété de la composition de la gente féminine, entre guillemets? Alors, il y a 2 questions. Ouais. Je réponds à la deuxième d'abord. Oser le féminisme, en tout cas à l'époque, parce que je pense que si vous voulez parler d'oser le féminisme aujourd'hui, il faut inviter les personnes qui aujourd'hui gèrent l'association, parce que moi, je les connais humainement et je les aime bien, et voilà, c'est mes copines, mais je n'ai pas du tout de rapport militant avec cette association aujourd'hui. Non, mais vous connaissez à peu près, vous voyez qui est dans l'association. Oui, et je pense que Oser le féminisme, comme l'ensemble des mouvements sociaux aujourd'hui en France, reproduit en son sein et est l'expression des inégalités. Et c'est évident. Enfin, vous regardez la composition des associations, qu'elles soient féministes, des syndicats, des partis politiques, oui, il y a une majorité, voire une extrême majorité de blancs. Il y a une majorité, voire une extrême majorité de personnes qui ont fait des études et qui sont issues de milieux sociaux très favorisés. Donc oui, c'est la réalité. Est-ce que ça a toujours été une question qu'on s'est posée quand j'étais à Oser le féminisme et que je continue à me poser aujourd'hui dans les mouvements sociaux ou les mouvements politiques auxquels je participe. C'est qu'il y a un moment où j'ai envie de dire parfois stop, moi j'arrête tout. Parce que justement, je vois qu'on est en train de reproduire un système d'inégalité, de domination qui existe dans la société. Et en même temps, le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'arrête tout, quoi. Parce que mais sans arrêter, vous pouvez peut-être mettre en place justement des outils de promotion. C'est ce que vous faites pour les femmes. Donc est-ce que vous n'avez pas réfléchi à faire quelque chose dans ce sens? Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Par exemple, je me suis rendu compte d'un truc. À l'époque, je ne l'analysais pas en termes de couleur, mais en termes d'origine sociale. Mais en fait, ça se recoupe, parce que les inégalités sociales recoupent les autres types d'inégalités. En fait, quand on a créé Oser le féminisme, et après je répondrai à la question sur le PS, parce que c'est une question qui était souvent posée. Quand on a créé Oser le féminisme, on est parti sur l'idée de créer un journal. Donc c'était à 8 pages, avec des petits articles. Moi, je n'avais pas le sentiment que c'était un truc monstrueux, quoi, parce que c'était des petits articles. Le plus grand article, il faisait 6000 signes. Donc ça ne me paraissait pas insurmontable.
Et en fait, je me suis rendu compte que le rapport à l'écrit, que moi je n'interrogeais pas, parce que Bac+5, fille de bourgeois, moi-même bourgeoise, enfin voilà, qui me paraissait évident, était en fait un truc qui cristallisait des inégalités sociales extrêmement fortes. Et donc, on a fait des formations internes pour montrer que tout le monde pouvait écrire. Alors certes, avec des styles différents. Certes, quand on a fait Sciences Po, Bac+5 ou je sais pas quoi, on n'écrit pas de la même manière que quand on n'a pas de bac ou voilà. Mais tout le monde avait quelque chose à dire. Et tout le monde pouvait écrire. Et que par ailleurs, comme le journal était un produit collectif, et que tous les articles étaient relus, y compris ceux écrits par les responsables de l'association, étaient intégralement relus, voire réécrits, si on n'était pas d'accord avec la ligne, si on n'était pas d'accord avec le style, etc. Qu'au final, tout le monde pouvait avoir sa place. Et on a essayé. On a aussi mis en place des règles, par exemple, dans l'animation des réunions. Parce que quand vous êtes dans une réunion, comme généralement les hommes parlent plus, les blancs parlent plus, les riches parlent plus, enfin voilà, vous prenez la liste des 20 critères de discrimination et ceux qui ne sont pas discriminés parlent plus. Bon. Donc, il y avait par exemple 3 minutes de temps de parole. Dans les réunions d'Oser le féminisme, c'était 3 minutes par personne. Et ça a réussi à attirer justement les gens qui ne sont pas issus des profils traditionnels du mouvement. Les attirer, oui. Les garder, à mon avis, insuffisamment. Les attirer, oui, c'est sûr, parce qu'on avait des profils assez variés dans les réunions. Et moi, j'étais assez contente de ça. Les garder, c'était dur. Parce qu'en fait, c'était compliqué. Il me semble que la question, elle est double. C'est pas seulement sur la composition d'Oser le féminisme, parce que qui reproduit, comme toutes les associations, tous les partis politiques, toutes les entreprises, certaines inégalités à l'œuvre dans la société. C'est qu'on a aussi reproché, mais pas seulement en raison de sa composition, à Oser le féminisme, d'être plus attentive à des questions universalistes d'égalité homme-femme qu'à des inégalités qui se posent plus pour certaines femmes en fonction des origines ethno-raciales, en fonction des religions, en fonction de tout ça. La question, elle n'est pas seulement sur qui composait. Oui, mais sauf que c'est lié. Parce qu'évidemment, une structure qui est composée que de blancs, c'est lié. C'est lié. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus mécaniquement lié. Non, c'est pas mécaniquement lié, mais pour moi, c'est assez logique, entre guillemets. Je dis pas que c'est bien, mais c'est assez logique que quand vous rassemblez des gens, vous êtes une association qui s'est composée, par exemple, à la base, avec des femmes victimes de violences. Vous allez parler plutôt de cette thématique, parce que c'est pour ça que les gens se sont mis autour de la table. Les gens qui ont créé Oser le féminisme, leur problème principal à l'époque, c'était que quand elles disaient qu'elles étaient féministes, on les regardait en disant... Ouais. C'était ça leur problème principal. Donc c'est autour de ça que s'est créé Oser le féminisme. Et donc c'est autour de ça que ça s'est agrandi, voilà, et avec comme objectif permanent voilà. Et c'est évident, d'ailleurs c'est intéressant, on l'a vu sur la lesbophobie par exemple. Oser le féminisme a été créé plutôt par des nanas hétérosexuelles, d'accord ? Et résultat, on a assez rapidement eu dans l'association, en interne de l'association, des femmes qui ont dit, mais dans votre façon de parler, dans votre façon de poser les débats, vous reproduisez des stéréotypes lesbophobes et homophobes, c'est juste hallucinant, quoi. Bon, vous imaginez, vous prenez ça dans la gueule un matin, vous êtes super contente, quoi. Tu te dis, ah super, on crée une asso féministe, c'est sympa, il y a plein de monde, et là, non, en fait, vous êtes homophobe, merde. Bon. Donc évidemment, gros questionnement interne de l'association, grosse réunion, travail, et résultat, moi, c'est un des éléments qui m'a permis de déconstruire plein de trucs que j'avais pas encore déconstruits, en fait. Bon. Et donc, ça a été l'association, enfin en tout cas, moi, ce que j'ai le sentiment, sans doute insuffisamment, et c'est toujours imparfait, mais elle a été capable, par exemple, là-dessus, de se remettre en cause et de travailler sur sa façon de parler, sa façon d'exclure ou d'inclure un certain nombre de personnes. Je pense qu'elle ne l'a pas fait sur tous les sujets, mais comme toutes, quoi, comme toutes les assos. Moi, je suis militante syndicale, je suis à la CGT, franchement, voilà, il y a aussi des interrogations très fortes qui se posent en interne. En ce moment, je participe à une initiative qui s'appelle Chantier d'espoir, qui rassemble des gens de tous les partis de gauche et de la gauche du Parti socialiste pour justement essayer de préparer une alternative à ce qui se passe en ce moment à gauche. Je veux dire, on est autour de la table, il n'y a que des blancs, quoi. Et vous avez beau poser la question 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, dire dans le texte, il faut mettre le mot islamophobie, sinon ça ne passera pas, vous perdez plein de batailles. Donc c'est pas grave, vous retournez au combat, vous réessayez, vous le redites, etc. Et puis, voilà, ça avance trop doucement, sans doute. Mais le problème, c'est que, je trouve ça hyper difficile, en fait, parce que moi, je suis toujours... quand je commence à rentrer là-dedans, il y a des fois où je suis vraiment désespérée, quoi. Et où ça me tire tellement vers la déprime totale, quand je me rends compte que moi-même je reproduis les stéréotypes, que les associations à laquelle j'ai participé à la création reproduisent des stéréotypes, que quoi que je fasse dans un groupement politique, je suis dans un groupement qui reproduit les stéréotypes, les discriminations et les mécanismes de domination. Mais il y a un moment où vous avez juste envie de vous mettre sur la couette et dites « Arrêtez de me faire chier, quoi, j'arrête tout !» Vous voyez ? Et c'est difficile, je trouve, de garder la motivation. Enfin voilà, il faut trouver le bon équilibre, quoi. En même temps, questionner en permanence, interroger en permanence. Et en même temps, ne pas s'arrêter, quoi, en même temps. Parce que sinon, c'est trop dur. Quand j'ai créé Oser le féminisme, je travaillais pour une entreprise de tourisme social. Donc moi, j'ai adhéré au PS en 2000, 99 ou 2000, je ne sais plus.
Donc j'ai créé OLF en 2009, donc ça faisait une dizaine d'années que j'étais adhérente du PS, mais je n'étais pas du tout militante. C'est-à-dire que j'étais militante syndicale, je n'avais pas du tout le temps d'aller, j'étais pas dans une section, j'étais pas... Enfin voilà, je reproduisais ma cotisation au moment des congrès quand il fallait voter, parce que j'étais plutôt dans la gauche du parti et que j'essayais de faire pousser, voilà. Mais je n'étais pas du tout une militante du PS. Je suis devenue après. Et quand j'ai créé Oser le féminisme, mon objectif, c'était justement de créer une association où il y avait toutes les composantes de la gauche qui se retrouvaient. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait une vocation d'interpellation de l'opinion publique, d'interpellation des politiques en tant qu'association extérieure, mais il y avait aussi un troisième objectif qu'on ne disait pas en fait publiquement à cette époque-là, parce que c'était vraiment de la cuisine interne. Mais moi, mon objectif, c'était que dans Oser le féminisme, il y ait des femmes politiques de tous les partis de gauche pour que cette formation qu'on acquiert dans une association féministe, elle puisse ensuite être utile aux partis de gauche. Et donc moi, je suis allée démarcher. J'ai rencontré du NPA, par exemple, j'ai dit, vous voulez pas venir à OLF? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que Oser le féminisme a quand même à plusieurs reprises été en désaccord avec le Parti socialiste, voire quasiment sur tous les trucs qu'a fait le Parti socialiste, en fait. Et que donc je vois mal comment une association qui serait l'émanation d'un parti, le parti lui laisserait prendre des positions autant... voilà. Au moment notamment moi, de l'affaire DSK, je travaillais à l'époque au PS, parce qu'après j'ai créé OLF au début 2009, et à la fin de l'année, j'ai été embauchée par Benoît Hamon, qui était à l'époque porte-parole du Parti socialiste. Donc j'ai créé OLF avant de travailler pour lui. Ça a été un peu violent quand même. Quand j'ai commencé à prendre la parole dans les médias, je n'étais pas la seule d'ailleurs, on était plusieurs à parler à ce moment-là en disant mais attendez, quoi qu'il soit passé à New York, le déferlement sexiste auquel on assiste aujourd'hui en France, sur les médias, dans les réseaux sociaux, etc., c'est juste intolérable. Je suis retournée au boulot le lendemain, il y avait la moitié du bâtiment qui ne m'adressait plus la parole. Donc vous voyez, c'est ça qui me fait toujours un peu sourire sur les aspects, c'est l'émanation d'eux. En même temps, je le comprends parce qu'il y a eu des expériences par le passé qui ont profondément marqué les mouvements féministes sur cette question-là. Et en même temps, je ne vois pas comment faire autrement que dire bah, c'est pas vrai, quoi. Et le problème, c'est que les gens, ils ont le droit de ne pas me croire. Voilà. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. J'ai jamais eu de consigne de personne au PS. Et j'ai plutôt construit mon association en mode critique du pouvoir, et donc critique de l'UMP à l'époque qui était au pouvoir, mais aussi critique du PS comme incarnation du pouvoir potentiel de l'époque. Ouais, sauf que votre trajectoire personnelle vous a quand même conduit dans un cabinet ministériel, voilà, une fois le PS élu. Donc en termes de lecture, c'est vrai que malgré ce que vous dites, on peut aussi imaginer que... Oui, mais c'est sûr que le fait que j'ai fondé OLF, Oser le féminisme, le fait que j'ai fondé Oser le féminisme est une des raisons qui fait que je suis rentrée au cabinet, d'ailleurs, et sans doute la seule raison qui fait que je suis rentrée au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem. Elle avait quand même un cabinet, comme la plupart des cabinets ministériels, de techno, très efficace et très brillant, mais de techno. Et je pense, j'en ai jamais reparlé avec elle, mais je pense qu'elle cherchait une militante féministe plutôt qui comprenait la parole socialiste et qui était disponible pour bosser en cabinet. On n'était pas 35 000 de ce profil-là. Donc c'est évident que, et moi franchement, je ne vais pas me plaindre que les ministres aillent piocher dans les militants socialistes, les militants associatifs ou syndicaux, des gens pour leur cabinet. Parce que je peux vous assurer que s'il y avait un peu plus de militantes féministes ou de militants associatifs ou de militants syndicaux dans les cabinets, peut-être que la politique ne serait pas tout à fait la même. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Et puis après, le cabinet, je ne suis quand même pas restée très longtemps. Parce que dès que la réforme des retraites a commencé à se profiler, j'ai fait OK, sans moi. Alors juste avant de passer au sujet de la prostitution, vous écoutez, vous dites votre déception, voire plus que ça vis-à-vis de la gauche de gouvernement, et c'est en partie pour ça que vous avez lancé quand même aux européennes une liste qui a quand même fait un score microscopique. Donc est-ce que ça c'est décevant aussi? Et comment vous l'expliquez? On a lancé la liste 1 mois et demi avant les élections. Donc, en fait, je pense que nous avons été un petit peu irrationnels, disons les choses clairement, de penser qu'en 1 mois et demi, on allait pouvoir faire... d'ailleurs, on ne le pensait pas. Nous, notre objectif, c'était de faire parler de l'égalité femmes-hommes dans la campagne des européennes. Le pari a été remporté en partie, on en a parlé un peu. Après, il y a un contexte qui ne dépendait quand même pas de nous, le score du Front National, le fait que la gauche fasse n'importe quoi et résultat détourne des urnes un certain nombre d'électeurs et d'électrices. C'est pas de notre responsabilité non plus. Oui, en même temps, il y en a certains qui sont allés vers Nouvelle Donne, par exemple. Donc oui, bien sûr, mais ils sont lancés 1 an avant. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est pas simplement le fait que la gauche ait pu repousser. Non, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais moi, j'explique ce score-là, à la fois sans doute du fait que la France est sans doute... Mais en fait, c'est pas que la France, en fait. C'est parce que même en Suède, c'est au bout de 10 ans qu'elles ont réussi à avoir une élue aux européennes et féministes. Et d'ailleurs, on l'a toujours dit, quand on a créé cette liste, l'objectif était vraiment de faire un coup pour essayer de faire parler, faire émerger le sujet dans la campagne politique. En aucun cas, il y en avait quelques-unes dans le groupe qui pensaient qu'il fallait faire ça, mais moi, en tout cas, j'ai jamais dit qu'il fallait créer un parti féministe.
parce que je pense qu'il faut faire un parti de gauche, en fait. Et il faut que ce parti soit féministe. Je suis féministe, certes, mais je suis tout autant anticapitaliste, je suis tout autant antiraciste. Et donc, pour moi, la construction d'un projet politique ne peut pas se fonder uniquement sur le féminisme. C'est une grille de lecture qui est pour moi fondamentale, qui m'apporte plein de choses, mais ce n'est pas la seule grille de lecture. Et donc voilà, le score, je l'explique à la fois du fait qu'un parti féministe en soi, ça pose question, et c'est normal que ça pose question. Le fait qu'on soit parti 1 mois et demi avant, avec, je sais pas, 10 000 € de budget. Bon. Alors pour en venir à ce sujet brûlant qu'est la prostitution, est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre projet d'abolition dans vos termes ? L'idée, c'est de se dire que la prostitution, dans l'immense majorité des cas, est un acte de violence. Le fait de forcer une femme à que son corps soit disponible pour quelqu'un d'autre, c'est un acte de violence. Et c'est ce qui se passe dans l'immense majorité des cas de la prostitution. Et donc, l'idée, c'est quand même un problème majeur, parce qu'il y a quand même des millions de femmes concernées à la surface de la planète, en fait des millions de femmes et d'hommes, principalement des femmes, beaucoup de mineurs. C'est un problème majeur qui est quand même peu abordé, dont en fait tout le monde se fout. Enfin, tout le monde s'en fout pas, parce que tout le monde a un avis sur la question dès qu'on commence à aborder le sujet, mais c'est quand même très compliqué d'en faire une politique publique. Alors que c'est quand même, à mon avis, un problème majeur en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire que je pense que tant qu'à la surface de la planète, la société enverra le message qu'on peut en fait disposer du corps d'une femme sans qu'elle soit pleinement libre. Il y a quand même un échange. Elles sont payées les prostituées, ce ne sont pas des esclaves. Enfin, oui. Là, je parle quand même des 90% de prostituées qui sont victimes de la traite. Je ne sais pas si on peut parler d'esclavage, mais en tout cas, on peut parler de traite des êtres humains. Et donc, c'est différent. La prostitution et la traite des êtres humains sont deux choses différentes. Oui, mais sauf que de quoi est-ce que vous voulez parler ? Est-ce que vous voulez parler de la petite partie des prostituées dont certaines d'ailleurs se sont organisées en association et qui revendiquent le droit de se prostituer ? Est-ce qu'on veut parler de ce thème-là, ou est-ce qu'on veut parler de la prostitution en général, qui inclut une bonne partie de femmes victimes de la traite ? Justement, vous parlez de ces prostituées qui sont organisées. Je vous propose de regarder une vidéo sur laquelle vous pourrez réagir, qui apporte d'autres arguments sur la question. Le problème, c'est que l'abolition de la prostitution, il faudrait qu'on commence par définir déjà ce que c'est que cette abolition et ce que c'est que la prostitution. C'est vrai que nous on parle justement de travail sexuel pour éviter ce terme de prostitution qui est juste une description morale de ce que peuvent faire des personnes pour obtenir de l'argent, et que nous on part d'une optique de travail parce que quand on est justement dans ces discours, dans cette tendance abolition de la prostitution, on se place souvent d'un point de vue moral, même si on s'en défend, même si on prétend lutter contre l'exploitation sexuelle, etc. Au final, ce qu'on propose, c'est des réponses pénales à des comportements qu'on estime déviants parce que liés, dans le cas des travailleuses du sexe, au fait que soit c'est la misère qui les pousse dans une situation où elles savent plus ce qu'elles font, ou alors parce qu'elles ont vécu des violences sexuelles et pareil elles savent plus ce qu'elles font, ou alors parce qu'elles sont sous la coupe d'un réseau, et donc dans tous les cas en tout cas c'est des irresponsables qui sont pas capables de mener leur propre lutte, et donc nous face à ça on parle de travail sexuel justement pour faire valoir la dimension économique, la dimension que quand on parle de travail on parle pas de quelque chose qui est super chouette et qui est en soi révolutionnaire. On parle d'un travail, mais là où il y a une dimension révolutionnaire, c'est dans la lutte que vont mener les personnes pour défendre évidemment leurs conditions de travail, avec évidemment à terme un projet révolutionnaire en ce qui concerne ce qu'on appelle le travail. Alors on vient d'entendre Morgane Merteuil, qui était porte-parole du syndicat des travailleurs du sexe et qui a une perspective qui elle-même était travailleuse du sexe et qui a une perspective différente de la vôtre. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments ? Et c'est exactement la question que je vous posais il y a 2 minutes, c'est-à-dire que moi j'ai pas de projet politique, comment dire, je veux dire qu'il y ait des personnes, Morgane Merteuil en fait partie, qui s'organisent collectivement pour revendiquer leur droit à se prostituer. J'ai rien à dire par rapport à ça, c'est leur droit. Vous ne les soutenez pas ? C'est leur droit de s'organiser comme elles le souhaitent. Non, mais est-ce que, en tant que militante de gauche, est-ce que vous les soutenez ? Ce qui moi m'interpelle, par exemple, c'est que on sait aujourd'hui qu'une immense majorité, ça doit être 90%, des personnes en situation de prostitution sont d'origine étrangère. Ça m'interpelle que la porte-parole du syndicat des travailleurs du sexe soit blanche
et ne soient pas d'origine étrangère. Vous voyez ? C'est-à-dire que je me Ce demande... que vous disiez sur les mouvements sociaux, Mais exactement, c'est d'accord. la même chose que Mais donc, pour Oser le féminisme. Oui, par sauf exemple. que Oser le féminisme, par exemple, la porte-parole est blanche. 90% des personnes qui constituent l'association, c'est un problème, hein, mais sont blanches. Vous voyez ? Donc ça m'interpelle. Je me dis, voilà, moi, quand j'entends une porte-parole d'une association, je me dis qui est-ce qu'elle représente. D'accord ? Morgane Merteuil, elle représente, je vais aller voir sur le site internet, il y a 200 adhérents au STRAS, donc elle représente les 200 personnes qui adhèrent au STRAS, les 200 personnes en situation de prostitution qui adhèrent au STRAS et qui revendiquent leur droit à se prostituer. Bon, ok, bah, pour moi, c'est une information que je prends en compte quand j'essaye de réfléchir à un projet politique. Je prends en compte cette information. Je prends aussi en compte l'information d'associations qui sont sur le terrain ou de personnes en situation de prostitution qui sont sorties de la prostitution, comme Rosen par exemple, qui a fait une marche récemment, qui a passé, je sais pas, 40 ans dans la prostitution et qui a expliqué pourquoi elle militait pour l'abolition. Donc je prends aussi cette parole en compte et j'essaie de réfléchir en prenant en compte ces paroles et à partir de ce que je pense en termes de concept, en termes d'idéologie, j'essaie de réfléchir à comment construire une réponse politique. Je ne peux pas me baser, enfin en tout cas, ce n'est pas la façon dont moi je fonctionne, peut-être c'est une erreur, mais uniquement sur la parole des personnes. Parce que sinon, aujourd'hui, vous avez quand même des gens qui vous expliquent qu'il faut abolir les 35 heures, des ouvriers, parce qu'eux, ils voudraient travailler 48 heures par semaine pour gagner plus d'argent. Est-ce qu'on va se dire, bon, bah, puisque ce sont les ouvriers qui parlent, on respecte leurs paroles? Évidemment qu'on respecte leurs paroles. Mais résultat, on construit un projet politique sur cette base-là? Non. Malgré tout, la parole des premiers concernés dans les questions de discrimination, enfin vous le savez en tant que femme, c'est quand même la parole qui doit peser. Mais pas que sur les le plus questions fort. de discrimination, sur les questions sociales aussi. Non, la mais de question manière des générale, ouvriers, elle est importante. Absolument. Aujourd'hui, il y a quand même une bonne ce que je partie vous des dis, ouvriers c'est qui que votent Jean-Marie Le Pen, par exemple, ou Marine Le Pen. Oui, mais est-ce que ça veut dire que... Oui, mais ça fait écho à des problèmes et à des Bien réponses sûr. qui ne sont pas. Mais est-ce que ça veut dire que la réponse à apporter, c'est Marine Le Pen? Je ne pense pas. Non, mais ça veut dire que leur parole doit être entendue. Ah, mais je suis complètement d'accord. Et à mon avis, c'est une des erreurs. Bon, je ne vais pas me faire des copains en disant ça, et des copines, mais je pense que c'est une des erreurs du mouvement abolitionniste. C'est-à-dire qu'on a, à mon avis, à tort, et c'est très grave de faire ça, donné le sentiment que cette parole n'était pas valable. Ce qui n'est pas vrai. Elle est valable. Je suis juste en désaccord politique. J'ai le droit d'être en désaccord. Là où il y a un problème, c'est si je commence à nier cette parole ou à ne pas la respecter. Je respecte ce que dit Morgane Merteuil. J'écoute ce qu'elle me dit. Je veux dire, on l'entend beaucoup quand même, Morgane Merteuil, dans les réseaux sociaux, sur les médias, etc. Donc je n'ai pas de problème pour entendre ce qu'elle me dit. Je ne suis pas d'accord politiquement. Je suis en désaccord avec ce qu'elle raconte. Moi, je pense que la prostitution, dans l'immense majorité des cas, est une violence faite aux femmes. Et qu'il faut que la puissance publique s'organise pour faire reculer cette violence. Voilà. Alors, je parle à la femme de gauche qui est en vous. Si on écoute Morgane Merteuil, ce qu'elle dit, c'est que les prostituées qui sont volontaires pour être prostituées veulent s'organiser pour avoir des conditions de travail correctes. Est-ce que c'est une demande à laquelle vous vous associeriez? Parce que finalement, la question de la dangerosité de la prostitution, elle est surtout liée à la fois à l'insécurité juridique, au fait qu'elles travaillent dans des conditions qui sont des conditions qui les mettent en danger, qui les exposent aux violences. Donc, est-ce que vous pensez que c'est pas aussi une question de droit du travail qui rejoint le travail d'autres personnes dans d'autres professions? Oui, mais sauf que on n'est pas complètement débile, quoi. C'est-à-dire que si on commence à légiférer en considérant la prostitution comme un travail, donc pour vous, c'est pas un travail. Non, on ne peut pas expliquer en même temps que c'est une violence. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une solution, d'accord, pour en même temps garantir pour les personnes qui l'ont choisi des conditions de vie, de travail correctes, et en même temps faire en sorte que pour l'immense majorité des personnes en situation de prostitution qui sont victimes de violences quotidiennes, on fasse reculer cette violence. Et je ne sais pas très bien comment faire. Oui, parce que c'est un peu contradictoire. Un des arguments du STRAS était aussi de dire que si on dit on abolit, en fait ça va reléguer certaines des personnes prostituées qui effectivement ne revendiquent pas que ce soit un travail, qui sont dans des conditions très difficiles et qui aimeraient ne pas être dans cette situation-là, enfin en tout cas ne revendiquent pas que ce soit un travail, encore dans des zones plus invisibles, dans des zones plus violentes, parce qu'elles seront encore plus exclues de la possibilité d'un autre statut. D'abord, la situation aujourd'hui, les personnes dont vous parlez, là, les personnes qui sont victimes de la traite, en fait, et qui sont... Enfin, c'est quasiment de l'esclavage. Je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, mais je pense que c'est quasiment, ça s'apparente quasiment à de l'esclavage. Et qui sont... Bon, il y a maintenant un assez grand nombre d'études sur ces personnes-là. Je ne parle pas du STRAS, je parle des personnes qui sont victimes de la traite. En termes, je veux dire, c'est... Je ne sais pas combien de viols dans leur vie, je ne sais pas combien, la mortalité qui est 2 fois plus élevée que chez les femmes qui ne sont pas en situation de prostitution. Donc on est déjà dans une situation qui est catastrophique, d'accord ? Donc l'argument de « ça sera encore pire », enfin, je veux dire, faut juste que ça s'arrête, quoi. Vous voyez, faut juste arrêter cette situation catastrophique. Et donc, quoi, on va faire une loi pour maintenir cette situation qui est catastrophique, mais ça pourrait être pire. Non. Mais en fait, quand je vous écoute, j'ai le sentiment que l'exploitation des êtres humains par d'autres êtres humains est uniquement liée à la prostitution. Non. Pourquoi vous inscrivez pas ça dans un combat plus général et c'est ça que je comprends pas, en fait. C'est que moi, dans ce que j'entends,
j'ai vraiment le sentiment que la prostitution crée ces conditions de travail déplorables, alors qu'il y a d'autres secteurs d'activité où des gens travaillent dans des conditions qui sont indignes et ne sont pas du tout rémunérés, rétribués. Enfin voilà, on se pose la question des vêtements qu'on porte parce qu'on sait qu'à l'autre bout de la planète, ce sont parfois les enfants qui les fabriquent. Et cette question-là, elle va bien au-delà, la question de la traite. Et donc, pourquoi il ne faut pas traiter celle de la traite? Non, mais c'est pourquoi en fait, vous faites de la prostitution la cause en fait, de cette exploitation. Mais je ne fais pas de la prostitution la cause. Enfin, je veux dire, moi, dans mon engagement féministe, la question de la prostitution, elle occupe, je ne sais pas moi, 1%, 2%, 3% de mes batailles. Donc je pense que c'est une bataille importante. Je pense que la question de la prostitution, moi, elle m'intéresse parce que justement, je trouve que c'est un peu le croisement de tous les mécanismes de domination. C'est-à-dire que vous avez les blancs sur les noirs, le nord sur le sud, les riches sur les pauvres, enfin, les hommes sur les femmes. Enfin, c'est ça qui m'intéresse et qui m'interpelle. Qui m'interpelle dans la prostitution. C'est que je trouve que c'est un peu le croisement de tous les mécanismes de domination et que ça m'interroge de comment est-ce qu'on fait reculer ces mécanismes de domination-là. Après, mon engagement féministe, il ne parle pas uniquement de la question de la prostitution. Enfin, je veux dire, si je devais dire mon principal engagement féministe, il parle de l'égalité professionnelle, par exemple, ou de la lutte contre les violences. Il existe quand même des outils policiers, des outils juridiques pour lutter contre les viols, contre la traite. Enfin, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'en passer par une loi qui abolirait la prostitution? Attendez, la loi, elle ne va pas abolir la prostitution. Non, mais qui décrète ça? Il n'y a plus de prostitution, c'est magique. Ah non, ça ne marche pas comme ça. La loi, elle dit juste, si on reconnaît ça comme une violence, d'accord ? Ça veut dire que la personne qui est complice de ça, c'est-à-dire l'homme qui agit, qui achète un acte sexuel, et qui sait que, dans une immense majorité des cas, l'acte sexuel qu'il achète, il l'achète sur une personne qui est en situation de traite, eh ben, il n'a juste pas le droit de le faire. C'est tout. Alors après, on peut dire, bon, bah, il n'a pas le droit, mais ce n'est pas très grave, quoi. Ou alors on dit, bah, quand dans la loi, il y a un truc qu'on n'a pas le droit de faire, bah, on est puni pour ça. Donc ça peut être une amende, ça peut être de la prison, j'en sais rien. Enfin, voilà. Mais en tout cas, la loi dit, vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était, aller voir une personne en situation de prostitution acheter un acte sexuel, sans savoir que derrière, il y a à peu près 9 risques sur 10 que cette personne soit victime de la traite. C'est tout. Et donc, alors, voilà, bah moi je pense que c'est juste normal, quoi, que les mecs qui achètent des actes sexuels, qui savent que dans 9 cas sur 10, la meuf qu'ils ont en face d'eux, elle est victime de traite, elle est victime de violence, elle est déracinée, elle n'a pas de droit, elle n'a pas de thune. Bah, que juste qu'ils repartent pas comme ça, comme si de rien n'était. Enfin, ça me semble juste le b.a.-ba, quoi. Et vous ne pensez pas que de les punir, ça va encore infléchir le rapport de force entre les prostituées et les clients? Mais, enfin, je veux dire, le rapport de force. Non, mais je veux dire, ça va pas encore. De la traite et son client, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous pensez pas que ça va encore les. Vous croyez qu'elle a un moindre rapport de force? Non, mais c'est justement ce que je dis. Est-ce que vous pensez pas que ça va pas les fragiliser davantage? Mais donc, je retourne la question. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est moi qui vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux bien, franchement, je veux bien. Non, mais je qu'on vous pose la question parce que c'est une initiative que vous avez prise, donc évidemment, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est intéressant quand même que la plupart des débats tournent autour de ça, alors que... On a parlé d'autres choses avant quand même. Ouais, mais chaque fois qu'on parle des débats dans le mouvement féministe, on revient toujours au voile et à la prostitution. D'ailleurs, c'est ma prochaine question. Ouais. Mais parce que c'est une vraie question. C'est des débats qui fracturent le féminisme. Mais d'abord, il y a d'autres débats qui fracturent plus fort le féminisme. Par exemple, Laurence Parisot, aujourd'hui, elle se dit féministe. D'accord? Donc, je pense qu'il y a plus de fractures. Je vais même être extrémiste. Je pense qu'il y a plus de fractures entre Laurence Parisot et moi qu'entre Morgane Merteuil et moi. Vous voyez? C'est quand même marrant parce qu'on ne me pose jamais la question des fractures avec Laurence Parisot. On me pose toujours la question des fractures avec le reste de la gauche. Alors qu'en fait, la principale fracture du mouvement féministe, c'est une fracture gauche-droite. Mais celle-là, elle est peut-être plus évidente. Bah oui, mais elle est très intéressante quand même. Parce que le fait qu'aujourd'hui, je suis sûre que dans quelques semaines, Marine Le Pen va se dire féministe, moi, ça m'interpelle quand même vachement sur justement qu'est-ce que c'est le féminisme, comment est-ce que je m'organise pour que quand Marine Le Pen se dise féministe, il n'y ait personne qui la croit. Parce que, vous voyez, moi, ça, c'est des fractures en termes sociaux, en termes d'intégration de la question des autres discriminations dans le féminisme ou dans la réflexion féministe, qui m'intéresse pas plus, pas moins, c'est pas ça, mais si, qui m'intéresse plus que la question de la prostitution, qui est très intéressante, mais qui ne fait pas l'alpha et l'oméga des débats dans le mouvement féministe. Oui, sauf que ça me semble pas aussi net que la droite soit antiféministe et la gauche féministe. Enfin... Non, justement. Mais donc là, il y a un débat. Du coup, quand vous dites qu'il y a plus de fractures entre moi et Parisot qu'entre moi et le reste de la gauche, bon, oui, si vous considérez de gauche... Ok, mais moi, on pourrait imaginer que Parisot soit féministe, non? Mais elle le dit, donc elle l'est. Moi, je remets pas. C'est exactement comme la parole de Morgane Merteuil. Je remets pas en cause la parole de Laurence Parisot. Si elle dit qu'elle est féministe, elle est féministe. Mais ça m'intéresse, justement, ce débat dans le mouvement féministe au sens très large, dans lequel j'inclus Laurence Parisot,
Parce que Laurence Parisot, elle vous explique que le meilleur moyen de faire avancer les droits des femmes, c'est de mettre des nanas dans les conseils d'administration du CAC 40. Bon, c'est bien de mettre des femmes dans les conseils d'administration du CAC 40, mais je veux dire, pour les millions de femmes qui sont à temps partiel, qui sont en précarité, qui sont au SMIC, ça ne change pas trois pattes à un canard, quoi. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Et donc là, il y a un débat politique majeur sur la stratégie du féminisme. Est-ce que l'objectif, c'est s'intéresser aux femmes précaires ou aux femmes qui sont au top, avec des débats politiques? Bon, ça, on ne les a jamais dans les médias, les débats politiques là-dessus. Alors que pour moi, c'est un débat qui est très important. Autre débat important, il y a quelques réseaux de femmes dans les entreprises qui utilisent l'argument que les femmes manageraient différemment parce qu'elles ont une sensibilité particulière et que c'est pour ça qu'il faut leur donner des responsabilités. Parce que le fait d'avoir des femmes... On l'entend aussi en politique. On l'entend aussi en politique. Bon. Pour moi, ça, c'est un débat majeur. Parce que dès qu'on commence à dire que les femmes font les choses différemment, c'est comme si on disait que les Noirs font les choses différemment, les handicapés les personnes en situation de handicap font les choses différemment. C'est qu'en fait, on les essentialise de par leur couleur, leur handicap ou leur sexe. Et ça, pour moi, c'est très grave. Et c'est pourtant ce qui passe très régulièrement à la télévision. Il suffit de regarder le journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, dans les médias, dans les grandes entreprises. Et ça, c'est une fracture au sein de la société, de débat sur la question féministe. Mais on en parle moins. Bon. Et donc, je comprends que la question de la prostitution et du voile soit des questions qui soient intéressantes, notamment quand on est dans un journal progressiste, qui rassemble dans les gens qui l'interrogent plein de gens qui ne sont pas d'accord sur ces sujets-là. Mais je mets toujours la petite sonnette d'alarme, quoi. Ce ne sont pas je me sens beaucoup plus proche de plein de gens avec qui j'ai des débats portant sur la laïcité, sur la prostitution, que des nanas qui sont dans des réseaux du CAC 40 et qui font des réseaux de femmes parce qu'avec nos ovaires et notre vagin, on va manager différemment, quoi. Vous voyez ? Mais parlons-en de cette question justement du voile. Quel est votre... dans un journal progressiste et comme on va vers la fin de l'émission, on se dit qu'il faut quand même aborder cette question. Voilà, qui me semble quand même importante et qui fait écho à ce qu'on s'est dit au départ sur le fait que le mouvement féministe dans lequel vous êtes investi ne reflète pas justement un certain nombre de ces femmes non blanches ou musulmanes ou des quartiers populaires. Quelle est votre position par rapport au voile, par rapport à cette espèce de réappropriation de la laïcité par certaines féministes, dont Elisabeth Badinter Alors, d'abord, je trouve ça hyper compliqué de donner une position par rapport au voile. Ça veut dire quoi par rapport au voile? Est-ce que si vous me demandez une position, si je croisais une femme qui porte le voile dans la rue, quelle est ma position? Est-ce que dans les féministes, est-ce que vous avez eu des militantes voilées? Est-ce que sur votre liste européenne, oui, il y en a eu dans des réunions. Est-ce que vous auriez, par exemple, une porte-parole qui porterait le foulard? Est-ce que sur votre liste, vous auriez une candidate qui porte le foulard? Est-ce que dans vos formations, vous sensibilisez par rapport à ça? Parce que c'est pas moi qui prenais la décision toute seule. D'accord. Mais est-ce que ça vous poserait problème? Pour moi, ça me pose pas... Chaque individu, pour des raisons religieuses, pour des raisons personnelles, pour des raisons culturelles, peu importe, pour des raisons parfois de temps à déconstruire des stéréotypes, etc., s'est approprié volontairement ou reproduit involontairement des mécanismes qui visent à différencier les femmes et les hommes et qui, à mon avis, reproduisent les inégalités. Moi-même, je le fais. Moi-même, je ne suis pas complètement débarrassée des stéréotypes et dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie quotidienne, je reproduis des mécanismes de domination. Sans doute des stéréotypes racistes, sans doute des stéréotypes homophobes, sans doute aussi des stéréotypes sexistes, etc. etc. Donc je me vois mal donner des leçons à qui que ce soit. Oui. Et donc les gens, ils viennent comme ils veulent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur opinion politique. Si les gens viennent et me disent... je pense que le fait que les femmes assument 80% des tâches domestiques, c'est un problème social majeur. Et je vais lutter contre ça, politiquement. Si cette femme-là, elle fait 100% des tâches domestiques chez elle, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est son opinion politique. D'accord ? Une femme vienne et me dise, moi je pense que les religions doivent rester de l'ordre du privé. Parce qu'à chaque fois que les religions, dans l'histoire, je ne parle pas des minorités dans les religions qui se sont organisées de manière progressiste, mais qui sont quand même des groupes ultra-minoritaires. J'en connais, notamment, moi, dans mon parcours, j'ai baigné 18 ans dans la religion catholique, donc j'ai rencontré des gens qui étaient plutôt des progressistes. J'ai aussi rencontré des dingos. Bon. Et bien, si cette personne, une femme, qu'elle soit voilée ou pas, je m'en fiche, vient me voir et me dit « Moi, je pense que les religions doivent rester de l'ordre du privé et ne doivent à aucun moment s'intéresser en tout cas, avoir un poids quelconque sur l'organisation de la vie citoyenne et de la vie publique. » Enfin, je veux dire, qu'elle croit en Dieu ou qu'elle ne croit pas en Dieu, qu'elle porte le voile ou qu'elle ne porte pas le voile, j'en ai rien à carrer. Enfin, je veux dire, ça ne me regarde pas. Alors, si ça devient ma copine, on en discutera à titre personnel. Comme moi, avec mes copines ou mes copains, je discute de comment est-ce qu'on essaie de s'organiser à la maison pour répartir autrement les tâches domestiques. Mais ça, c'est de l'ordre du privé, des discussions qu'on a entre copines ou entre copains.
moi, ce qui m'intéresse, c'est l'opinion politique des gens. C'est pas leur sexe, c'est pas leur couleur de peau, c'est pas ce qui... Oui. Vous êtes quand même consciente du fait qu'une candidate voilée à une élection, ça a déjà fait polémique, y compris Ouais. au PS quand vous y étiez, ça a été À commenté au par... NPA, surtout. Oui, non, mais c'est ça, mais il y a beaucoup de commentaires qui sont venus de gens qui n'étaient pas au NPA, je me souviens de Ouais, Martine mais Aubry. Donc, est-ce que... et voilà, c'est ça la question, c'est davantage... voilà, ça fait quand même débat. Si demain, la porte-parole d'Osez le féministe, c'était une femme musulmane mais en voilée, fait, voilà, ce serait pas neutre. Ce serait pas perçu comme neutre. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'elle... Non, mais évidemment. Mais c'est sûr que ça ferait débat. Enfin, je veux dire, bon... Ce qui m'intéresse vachement, c'est qu'on est capable de se poser la question, si on décide que une porte-parole ou une femme sur une liste soit voilée, on se pose la question de ce que ça envoie comme message. Et c'est à juste titre, parce que c'est un signe visible. Bon. Donc on se pose la question de ce que ça envoie comme message. Ce qui m'interpelle, c'est que le fait qu'on présente que des mecs blancs, personne ne s'interroge ce que ça porte comme message. Voyez. Donc moi, je suis pour poser toutes les questions. Le fait qu'on présente que des hommes blancs sur les listes politiques en tête de liste, ça doit être interrogé. Bah, si un jour on présente une femme qui porte le voile et qui dit « moi je pense que le voile peut être un moyen d'émancipation », je pense que ça doit être interrogé. Parce que moi je pense que le voile, comme tout autre type de signe qui vise à différencier les femmes et les hommes, pose question à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais je dis le voile en tant... Vous-même, en tant que femme, vous ne vous habillez pas avec des vêtements d'hommes. Vous allez dans des boutiques où il y a écrit pour femmes, etc. Mais ça me pose question. Oui, mais ça, je veux dire, on ne va pas faire un débat si vous présentez une élection parce que vous avez une jupe. Oui, mais sauf que, bien sûr, mais donc ça ne sera pas un débat, enfin, à mon avis, s'il y a un débat public, c'est un problème, ça sera un débat en interne de l'association. Par exemple, si une association féministe décide de présenter quelqu'un qui est mère de famille de 6 enfants et dit bah, « moi je fais 100% des tâches domestiques et je suis super contente, j'en ai déjà rencontré des gens comme ça, parce que bah, je suis au service de mon mari », oui, mais vous trouvez que ça c'est équivalent au fait de porter un foulard? Non, ce qui m'intéresse c'est le discours politique. La personne, qu'elle soit voilée ou pas, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est si elle va sur un plateau de télé et qu'elle dit le voile pour moi c'est un moyen d'émancipation et je pense que c'est très bien que les femmes se voilent, bah pour moi ça me pose question. Ouais. Comme quelqu'un qui vient me dire pour moi faire 100% des tâches domestiques c'est un moyen d'émancipation et je trouve ça très bien que les femmes soient au foyer. Bah, moi ça me pose question parce que d'abord je considère qu'on n'a pas à donner des consignes aux gens et puis surtout le fait que les femmes soient au foyer, pas individuellement, mais de manière globale, le fait qu'elles assument 80% des tâches domestiques, je pense que c'est un reflet des inégalités entre les femmes et les hommes. Vous voyez ? En fait, moi, il y a juste une chose que je ne comprends pas. Il y a des femmes qui portent le foulard qui n'ont pas nécessairement de discours sur le foulard en soi. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir le même discours que vous. De la même manière que vous, quand vous vous habillez d'une manière ou d'une autre, vous ne faites pas un discours en disant toutes les femmes devraient s'habiller comme moi. C'est ça qu'en fait que j'arrive pas. Moi, c'est ce que j'ai dit au début. En fait, je ne donne de... Enfin, j'essaye, j'y arrive sans doute pas tout le temps, mais j'essaye de jamais donner de leçons à personne et de pas... Je m'en fous les gens ce qu'ils font dans leur vie personnelle. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est leur discours. Si la personne en question n'a pas de discours sur le féminisme, elle ne sera pas porte-parole d'une association féministe. Si elle n'a pas de discours féministe, ou si elle a un discours qui est en radical désaccord avec l'association, elle ne sera pas porte-parole. Après, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, dans l'idéal, parce que ce n'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il vaut mieux être blanche, bourgeoise, etc. Bon. Mais dans l'idéal, qu'elle soit blanche, noire, en situation de handicap, qu'elle porte un foulard, qu'elle soit en mini-jupe ou quoi que ce soit, ça ne devrait pas, à mon avis, avoir d'impact. Ça en a évidemment aujourd'hui. La seule différence quand même entre la mini-jupe et le voile, et même si ça ne nous concerne pas en France, moi ça me pose question, donc j'ai pas résolu cette question-là, mais elle me pose question, c'est qu'il y a quand même des pays, je ne connais pas de pays aujourd'hui où on oblige les femmes à porter la mini-jupe sous peine de sanctions. Il y a des pays aujourd'hui où des organisations politiques, des États, ont décidé que le voile c'était la règle pour toutes les femmes. Et je m'interroge. Pour moi, c'est la différence, quoi. Alors, je ne sais pas ce que ça peut signifier, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une différence de ce point de vue-là. Il y a aussi le volet aux Jeux Olympiques maintenant. On oblige les femmes à porter la mini-jupe, mais ce n'est pas un pays. Ouais. Oui, puis après, il y a des contextes, enfin voilà, il y a des contextes d'obligations qui sont beaucoup plus insidieuses, mais voilà, pour les actrices de Hollywood, il y a quand même des standards de beauté qui les obligent d'une certaine manière à faire des choses avec leur corps. Quand vous avez des mouvements politiques sous peine de ne pas avoir de travail. Par ailleurs, du prosélytisme et des guillemets politique, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de convaincre des gens, qui vont faire de la politique sur la scène internationale, mais comme le pape fait de la politique sur la scène internationale, eh ben, ça me pose problème. Et moi, je veux pouvoir continuer, même si j'ai bien conscience que dans le contexte actuel en France, et c'est pour ça que la dernière émission que j'avais faite avec Mediapart à Objection, on m'avait posé la question du voile, je n'avais même pas répondu parce qu'il nous restait 2 minutes. Et je m'étais dit, en 2 minutes, si je parle du voile, blanche, bourgeoise, ok, 10 balles dans la machine du Front National. C'est sûr, j'aurais pas le temps de développer et je ne vais faire que rajouter, à mon avis, du merdier au merdier actuel. Donc maintenant, je suis prudente parce que je prends en compte le contexte dans lequel nous sommes. Et en même temps, je refuse de m'empêcher de penser, quoi. Et je pense que le voile, comme tout objet social, mais il y en a des milliards d'autres, la mini-jupe, je sais pas moi, les talons, enfin, il y a des milliards d'objets sociaux qui visent
qui ont un rôle à jouer sur le corps des femmes. L'IVG, par exemple, c'est, on pourrait dire, une sorte d'objet social, un débat politique. Bon. Eh ben, je ne vais pas m'arrêter de penser. Et je ne vais pas m'arrêter d'interroger le voile, d'interroger l'IVG, d'interroger les talons, d'interroger la mini-jupe, parce qu'on est dans un contexte difficile. Je vais le faire autrement. Je vais sans doute le faire. Je vais choisir mes angles d'attaque, etc. Parce que j'essaie de ne pas être complètement débile et de prendre en compte le contexte dans lequel on est. Mais je trouve ça compliqué de se dire n'en parlons pas parce qu'on est dans un contexte difficile. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que voilà, je veux continuer à pouvoir penser, même si j'ai bien conscience que de par mon point de vue et mon positionnement, j'intègre sans doute évidemment des stéréotypes sur lesquels il faut que je travaille. Alors on s'est réparti les tâches, non pas domestiques mais médiatiques avec Rokhaya, et c'est à moi qu'incombe celle de finir cette émission. Merci beaucoup Caroline Dehaze. Donc votre agence de conseil en égalité professionnelle s'appelle Egalis, elle fonctionne pour les médias aussi ? Oui, tout à fait. On fait des formations pour les journalistes. Ok, si on en a besoin, on peut faire appel à vous. Merci beaucoup à toutes les deux, et Rokhaya, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle édition d'Alter Ego. Merci. Merci.